Débat, sénateur Plett. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je serai rapide. Je prends la parole pour parler de C-282, loi modifiant la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, gestion de l'offre. Il s'agit maintenant du 8e discours que cette Chambre entend sur ce projet de loi, avec 4 sénateurs s'étant exprimés pour et 3 s'y étant opposés. Je sais qu'il y aura d'autres intervenants, y compris le porte-parole, sénateur Harder. Donc, je ne pense pas qu'une répartition 4-3 puisse être considérée comme une indication de la manière dont la Chambre va voter. Cela souligne toutefois la diversité des points de vue et la polarisation des positions. Ma position sur cette loi est simple, mais je dirais qu'elle est nuancée. Ce n'est peut-être pas quelque chose auquel vous êtes habitué venant de moi, mais c'est le cas avec ce projet de loi pour des raisons que je vais expliquer. Au fond, C-182 est un appel à la stabilité et à la sécurité lancée par le secteur agricole de la gestion de l'offre. Dans un monde qui évolue rapidement et dont l'avenir est marqué par l'incertitude, le désir de prévisibilité est très compréhensible, surtout dans l'industrie agricole. Dans son discours sur cette loi, la sénatrice McCallum a donné un aperçu convaincant de l'histoire de la gestion de l'offre, soulignant les défis et les difficultés de l'époque qui ont été résolus par l'introduction d'offices de commercialisation, de quotas et de restrictions à l'importation. La surproduction, la fluctuation des prix et l'irrégularité des revenus des agriculteurs sont à l'origine d'une instabilité du marché et de perturbations importantes sur le marché intérieur depuis des décennies. Comme le décrit la Commission canadienne du lait dans sa rétrospective des 40 dernières années, ces difficultés rencontrées par les agriculteurs avant la création du système de gestion de l'offre étaient bien réelles. Je cite. Le mécontentement croissant à l'égard des prix et des revenus dans l'ensemble du secteur agricole a atteint son paroxysme au Québec et en Ontario, ce qui a donné lieu à la marche de 1967 à la colline parlementaire. Pas moins de 10 000 producteurs laitiers du Québec et de l'Ontario ont protesté contre la faiblesse des prix du lait et l'absence d'une politique laitière fédérale. Les grands titres du jour racontent l'histoire. Des mots de colère sont échangés lors des discussions entre agriculteurs et le cabinet. Le Parlement exclut les agriculteurs. Les agriculteurs en colère prennent d'assaut la Chambre dans le cadre de la bataille sur le prix du lait. Les portes du Parlement ont été endommagées hier lorsque des centaines d'agriculteurs ont tenté d'y pénétrer pour faire valoir leurs arguments en faveur d'une augmentation du prix du lait. C'était l'article principal du Globe and Mail le 25 mai 1967. Cette manifestation a été saluée comme la plus grande jamais vue sur la colline du Parlement et a marqué l'une des premières fois où les portes de l'édifice du centre ont été verrouillées, empêchant les Canadiens d'y entrer. Et pourtant, chers collègues, malgré tout cela, le premier ministre libéral de l'époque, Lester B. Pearson, est parvenu à gérer les troubles, les manifestations et la colère sans avoir à invoquer la loi sur les mesures de guerre, comme l'a fait l'actuel premier ministre lorsqu'il ne veut pas rencontrer les gens en colère. Sénateur Harder, vous saviez que j'aurais trouvé un moyen. En réalité, toute tentative de résumer les difficultés des agriculteurs au cours de cette période est vouée à l'échec. Les défis se sont étendus sur des décennies et non sur des semaines, des mois ou des années, alors que les agriculteurs luttaient contre un système de marché qu'ils ne comprenaient pas entièrement et sur lequel ils avaient l'impression de n'avoir aucun contrôle. Dans les années 60, le pays comptait près de 175 000 producteurs laitiers. La plupart d'entre eux n'avaient qu'une connaissance limitée des prix et des systèmes de fixation de prix. Ils ne savaient rien ou presque de ce qui se passait dans l'ensemble de l'industrie. L'ancien président du CDC, Carl Harrison, a déclaré « Le chaos est un mot qui décrit bien les années 60. Le poids du marché entre les transformateurs et les producteurs penchait nettement en faveur des transformateurs. Les transformateurs se livraient une concurrence acharnée pour obtenir une position sur le marché, à tel point que les producteurs étaient souvent pris entre deux feux
et devenaient presque des pions. Dans sa publication de 2018 intitulée « Le système de gestion de l'offre du Canada », la Bibliothèque du Parlement résume la situation de la manière suivante. Au cours des années 60, la stabilité des prix et les conflits commerciaux interprovinciaux ont été une source de préoccupation majeure pour les industries de la volaille, des œufs et des produits laitiers. À l'époque, le secteur agricole canadien connaissait une surproduction due au progrès technologique, ce qui se traduisait par des prix bas et instables et des différends entre agriculteurs et transformateurs. Face à cette situation économique difficile, les agriculteurs ont cherché à renforcer leur pouvoir de négociation en demandant à leurs gouvernements provinciaux de créer des offices de commercialisation. C'est cette situation, la stabilité des prix et les fluctuations des revenus des agriculteurs qui ont conduit à la création du système de gestion de l'offre. Chers collègues, bien que controversée à l'époque et encore aujourd'hui, la gestion de l'offre a apporté un niveau indéniable de stabilité au secteur. L'industrie souhaiterait naturellement que cette stabilité soit préservée. Composée de produits laitiers, d'œufs, de poulet et de dinde, l'industrie de la gestion de l'offre contribue aujourd'hui à 13 milliards de dollars au PIB, 30 milliards de dollars au PIB du Canada et soutient plus de 300 000 emplois et fournit 6 milliards de dollars de revenus fiscaux au gouvernement. Dans l'ensemble, le secteur agricole contribue à l'économie à hauteur de 144 milliards de dollars et emploie 2,3 millions de personnes. Cela vaut la peine d'être protégé. Mais l'importance de l'agriculture au Canada va au-delà de la simple économie, se positionnant comme un pilier fondamental de la sécurité alimentaire du pays. Ce secteur garantit aux Canadiens de tout horizon un accès constant à une variété d'aliments sûrs, nutritifs et abordables. Ce faisant, elle permet non seulement de préserver la santé physique et le bien-être de la population, mais aussi de stabiliser et de soutenir l'économie en veillant à ce que la chaîne d'approvisionnement alimentaire reste solide dans un contexte de certitude mondiale. Ce rôle est essentiel dans un monde où la sécurité alimentaire est de plus en plus menacée par des facteurs tels que les changements climatiques, les conflits géopolitiques et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. En outre, l'importance du secteur agricole va au-delà de l'économie et de la sécurité alimentaire et s'étend à la gestion de l'environnement, jouant un rôle essentiel dans la gestion durable des terres, de l'eau et des ressources naturelles. Les politiques publiques qui donnent priorité à ce secteur et le soutiennent ne sont pas seulement bénéfiques, elles sont essentielles. Les politiques qui garantissent la stabilité favorisent également l'innovation, la durabilité et la résilience face aux défis posés par le changement climatique, les fluctuations du marché et les tensions commerciales internationales. J'attire votre attention sur ces points, chers collègues, pour souligner que la stabilité de l'industrie agricole est primordiale. Il est essentiel que notre politique publique s'efforce d'assurer cette stabilité face à la myriade de défis auxquels le secteur agricole est confronté. Et le projet de loi C-282 doit être examiné en gardant cet objectif à l'esprit. Cependant, toute réflexion sur l'importance de la stabilité dans le secteur agricole serait incomplète si l'on ne reconnaissait pas les pressions immenses auxquelles nos agriculteurs sont confrontés aujourd'hui et l'impact qu'elles ont sur la santé mentale. En 1993, le Comité sénatorial permanent sur les agricultures a déposé un rapport intérimaire intitulé « Le stress à la ferme, sa dimension économique, ses conséquences humaines ». Dans la conclusion du rapport, le comité déclare ce qui suit. Les niveaux actuels de stress signalés par les communautés agricoles sont inacceptables. La reconnaissance du fait que le stress crée des problèmes de santé et contribue aux blessures, aux décès accidentels et aux maladies en fait une préoccupation sérieuse d'importance nationale. Chers collègues, ce rapport a été déposé dans cette Chambre le 21 juin 1993, il y a presque 31 ans. À l'époque, Brian Mulroney était le premier ministre du Canada et Jean Chrétien était le chef de l'opposition. Les recettes du gouvernement fédéral
représentaient un tiers de ce qu'elles sont aujourd'hui. Le prix moyen de l'essence était de 54 cents le litre. Le coût moyen d'une nouvelle maison était de 150 000 $. Et j'étais un homme beaucoup plus jeune. En d'autres mots, il y a 31 ans, c'était il y a longtemps. Mais même à l'époque, il était clair que les personnes travaillant dans le secteur agricole étaient confrontées à un stress important qui entraînait de graves problèmes de santé mentale. Les conditions économiques défavorables, les fluctuations météorologiques, les longues heures de travail, le manque de formation et l'isolement contribuaient tous à un taux alarmant de maladies mentales dans le secteur agricole, à tel point que le Comité sénatorial de l'agriculture et des forêts a décidé de se pencher sur la question. Le comité n'a jamais publié de rapport final car ces travaux ont pris fin avec la dissolution du Parlement lors de la 35e élection générale. Toutefois, dans son rapport intérimaire, le comité a formulé des observations importantes qui sont toujours d'actualité. Le premier est que l'instabilité et les conditions économiques défavorables sont la principale source de stress pour les producteurs. Le comité a rapporté que, je cite, « La situation économique de l'industrie agricole est une source majeure de stress pour les agriculteurs canadiens et leurs familles et affecte presque toutes les facettes de la vie des agriculteurs. Les conditions économiques instables dans le secteur agricole existent depuis la nuit des temps. Mais, en 1993, le comité a noté que ces conditions étaient accentuées par les coûts élevés des intrants, des faibles rendements du marché, des marchés incertains et des conditions météorologiques défavorables. À leur tour, ces facteurs ont eu un impact sur le revenu, l'endettement et la valeur des actifs des agriculteurs. La deuxième observation est que, dans l'ensemble, ces défis ont un effet sérieux sur le bien-être mental, émotionnel et physique des producteurs canadiens. Plus de 25 ans plus tard, en décembre 2019, des chercheurs de l'Université de Guelph et de l'Université de l'Alberta ont publié une étude exploratoire intitulée « Tendance de la recherche sur la santé mentale des agriculteurs ». Il s'agit de la première étude exploratoire portant sur la santé mentale dans les communautés agricoles du monde entier. L'objectif était d'identifier les études portant sur les résultats en matière de santé dans les populations agricoles afin d'analyser les travaux réalisés et les résultats obtenus. L'étude a révélé qu'avant décembre 2017, les États-Unis avaient mené 118 études sur la question de la santé mentale des agriculteurs, l'Australie 64, l'Inde 43, le Royaume-Uni 25 et le Canada 16. Seuls 19 % des recherches ont été menées avant l'an 2000, 81 % ont été réalisées depuis l'an 2000 et près de 50 % ont été publiés au cours des 7 dernières années entre 2010 et 2017. En 1993, le Sénat s'est attaqué à une question qui, à l'époque, n'était pas encore résolue dans le public canadien. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il est de plus en plus largement admis que les agriculteurs sont confrontés à des défis uniques qui posent des risques substantiels pour leur santé mentale parce que leur profession comporte des éléments importants qui échappent à leur contrôle. Les histoires sont différentes d'un secteur à l'autre, mais les défis sont les mêmes. Des céréales aux bovins, en passant par les porcs, la volaille, les produits laitiers, les œufs et l'horticulture, les producteurs doivent faire face à la volatilité des marchés, aux conditions météorologiques extrêmes, aux pressions financières, à l'isolement, à une réglementation gouvernementale excessive, à de longues heures de travail, à des pannes de machines, aux défenseurs des droits des animaux, et à bien d'autres choses. Il n'est pas difficile de comprendre que les agriculteurs doivent faire face à des niveaux inhabituels de stress, d'incertitude et d'anxiété. C'est la deuxième raison pour laquelle nous devons examiner attentivement le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui. Pour les producteurs du secteur de la gestion de l'offre, ces inquiétudes portent notamment sur l'issue et l'impact des négociations commerciales. Depuis l'émergence de la libéralisation du commerce mondial dans les années 80, les agriculteurs se sont retrouvés dans une lutte permanente pour protéger le système de gestion de l'offre contre les négociations des politiciens désireux de conclure des accords commerciaux internationaux. Depuis l'accord, le l'Iroquois Round
en 1986 et l'accord commercial entre le Canada et les États-Unis en 1989, le secteur de la gestion de l'offre s'est battu pendant 40 ans pour protéger la stabilité que le système apportait aux agriculteurs et il a obtenu de très bons résultats. Je tiens à souligner qu'au cours de cette période, le secteur a été bien représenté et protégé par nos négociateurs et par le gouvernement. Bien que certaines concessions aient été faites dans le cadre de l'ALENA, de la LCG, du CPTPP et de la CEUM, le système continue de bénéficier d'un soutien solide de la part du Parlement et du gouvernement. Le gouvernement conservateur du premier ministre Harper et le gouvernement libéral actuel ont ouvertement soutenu la gestion de l'offre et la Chambre des communes a affirmé à l'unanimité son soutien à la gestion de l'offre à plusieurs reprises. Je pense que ce soutien politique est peut-être la meilleure protection dont dispose la gestion de l'offre et je crains que le projet de loi C-282 n'érode ce soutien au lieu de le renforcer. Comme beaucoup d'entre vous, des représentants du secteur agricole sont venus à mon bureau pour plaider en faveur de ce projet de loi. J'ai également reçu des représentants du secteur agricole qui sont venus plaider contre ce projet de loi. Je veux que tous comprennent que je me tiens du côté du secteur agricole. Et comme l'a souligné le sénateur Black dans son discours, la communauté agricole est très divisée sur ce sujet. La raison est que, comme l'a souligné la sénatrice Simons, il ne s'agit pas d'un projet de loi sur l'agriculture, c'est un projet de loi sur le commerce. Et c'est là, chers collègues, que réside une grande partie de mon inquiétude. En octobre 2023, une lettre ouverte a été envoyée à tous les sénateurs par 19 personnes décrites comme les meilleurs négociateurs commerciaux ayant représenté le Canada au cours des dernières décennies et comprenant notre propre sénateur Harder. Dans cette lettre, il demande aux sénateurs de ne pas approuver le projet de loi C-282. S'il était adopté, le projet de loi C-282 handicaperait sérieusement les gouvernements canadiens et leurs négociateurs commerciaux dans leur capacité à s'adapter aux compromis des futures négociations commerciales visant à ouvrir de nouveaux marchés et à garantir un accès privilégié aux produits, aux services et aux investissements canadiens. Ces préoccupations ont été reprises par l'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire qui soutient que le projet de loi C-282 nuira au secteur agricole canadien au lieu de l'aider. L'organisation note que les exportateurs de produits agroalimentaires ont exporté pour 92 milliards de dollars de produits agroalimentaires en 2022 et ont soutenu plus d'1 million d'emplois dans les communautés urbaines et rurales à travers le Canada. Autant d'emplois qui pourraient être menacés et réduits par le projet de loi C-282. Ils ajoutent que le projet de loi nuira à la capacité du Canada à prendre des décisions commerciales, liera les mains des négociateurs commerciaux, ce qui se traduira par des résultats moins ambitieux, compromettra nos échanges avec notre principal marché d'exportation, les États-Unis, nuira à d'autres secteurs qui dépendent du commerce et contredira la politique du Canada en matière de sécurité alimentaire signée par le G7, le G20, l'OMC et l'APEC. Je trouve cela inquiétant. Il ne s'agit pas d'affirmations que nous devrions rejeter à la légère. Elles doivent être examinées attentivement en comité afin de garantir que la décision prise concernant le projet de loi C-282 dans le meilleur intérêt des agriculteurs et aussi de tous les Canadiens. Je sais qu'il a été question de renvoyer ce projet de loi au comité de l'agriculture, mais cela n'aurait pas été la bonne décision. Bien que les questions à l'étude aient un impact sur l'agriculture, elles concernent spécifiquement la politique commerciale, comme l'indique le fait que le projet de loi s'intitule « Loi modifiant la loi sur le commerce et le développement du ministère des Affaires étrangères ». Nous disposons d'une autre loi qui régit le cadre politique de la gestion de l'offre et ce projet de loi ne modifie pas cette législation. En tant que projet de loi portant spécifiquement sur le commerce, je suis favorable à ce qu'il soit renvoyé au comité sénatorial
permanent des affaires étrangères et du commerce international en vue d'un examen approfondi et solide. J'invite les membres du comité à y réfléchir sérieusement, car bien que le projet de loi soit bien intentionné, je crains qu'il ne produise pas les résultats escomptés par son auteur. Merci, collègues.